Chers Noiséennes et chers Noiséens, bonjour. Celles et ceux d'ailleurs également, bonjour et bienvenue sur ce Facebook Live numéro 5 pour lequel nous avons choisi le thème de l'économie. Alors ce thème qui pourrait vous paraître dénué de sens eu égard à nos politiques locales, mais qui au contraire est primordial. Primordial parce que l'économie mondiale, nationale, eh bien, a des répercussions directes sur ce que nous faisons, ce sur quoi nous pouvons agir au niveau local. Et pourquoi aujourd'hui ce thème de l'économie avec la question « Peut-on mettre fin aux inégalités sociales ?» Eh bien, d'abord parce que nous traversons la crise sanitaire que j'espère verra une fin proche, mais qui va laisser une place à une crise sociale, à mon avis, d'une importance considérable. Deuxième élément, parce que en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Sec, eh bien, nous souffrons depuis bien trop longtemps d'inégalités sociales et d'inégalités territoriales, ce qui m'a amené à signer avec une centaine d'autres maires une lettre il y a quelques mois. D'autre part, nous fêtons cette année le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, ce n'est pas rien d'un point de vue de l'action, de ce qui s'est passé il y a 150 ans, et aussi de ce que ça a véhiculé comme idéologie très progressiste d'ailleurs, que nous pourrions aujourd'hui utiliser dans la politique municipale. Et puis, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui comme invité un économiste émérite qui s'appelle Thomas Porcher. Thomas Porcher, qui est mondialement connu, qui est médiatisé, vous connaissez peut-être, qui fait partie aussi d'un groupe qui s'appelle les économistes atterrés avec Thomas Piketty et puis Esther Duflo, qui a eu le prix Nobel d'économie. Mais Thomas Porcher a une qualité, de plus que les autres économistes mondialement connus, c'est qu'il est séquano-dionysien. Vous savez, séquano-dionysien, ce joli mot qui nous nomme, nous, les habitants de Seine-Saint-Denis. Parce que Thomas Porcher a fait ses études à La Courneuve, d'abord, ses études au lycée. Il est allé ensuite à Villetaneuse pour faire ses études universitaires, les entamer. Il les a poursuivies à la Sorbonne et ailleurs, où maintenant, aujourd'hui d'ailleurs, il enseigne dans le monde entier. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, de nombreux articles. Il s'est même spécialisé à une époque sur le gaz de schiste, me semble-t-il. Mais il est surtout un économiste qui a décidé de rompre avec la pensée unique et qui nous amène à réfléchir sur un modèle alternatif. Et dans ces principes-là, eh bien, lui, il porte une lutte contre les inégalités et la pauvreté. Et c'est ce qui a motivé nombreux de ses écrits, en particulier le dernier livre que je vous recommande, Les Délaissés, auquel je ferai allusion à quelques moments de notre interview de Thomas, et puis qui pose cette question avec Les Délaissés. D'ailleurs, Thomas, je vous le dis parce que je ne vous en ai pas parlé avant, ce titre, Les Délaissés, me plaît beaucoup parce que dans de nombreux endroits où nous subissons les inégalités sociales, certains se font appeler les oubliés. Mais les oubliés, c'est autre chose que les délaissés. Les oubliés, c'est quelqu'un qu'on peut comme ça oublier sans intention véritable. Alors que les délaissés, et vous le faites bien émerger tout au long de votre livre, les délaissés dénotent d'une intention vraiment particulière d'une classe à l'égard d'une autre. Et c'est pour ça que vous dites, d'ailleurs à la fin, comment transformer un bloc divisé en force majoritaire. Et ces délaissés, eh bien, c'est nous-mêmes. Donc, je vais laisser Thomas se présenter mieux que je ne le ferai. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange où je poserai des questions à Thomas. Et puis, vous pourrez, vous, internautes, sur les 20 dernières minutes, poser vos questions. Donc, vous pouvez d'ores et déjà les écrire. Quelqu'un est derrière les écrans pour en choisir quelques-unes. Et vous pourrez donc échanger avec Thomas sur les 20 dernières minutes. Donc Thomas, je vous laisse vous présenter. Et je tiens à vous remercier, Thomas, parce que je sais que votre temps est compté. Je sais que vous écrivez beaucoup, que vous participez à beaucoup d'émissions. Donc, merci de l'honneur que vous nous faites de participer à ce Facebook Live un peu particulier puisque nous sommes à distance, mais nous sommes très proches les uns des autres. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis toujours très content d'intervenir dans des villes, principalement des villes du 93, hein, où j'essaie de suivre le mieux la situation et l'évolution de ces villes, de ce qui s'y passe. J'ai de la chance d'avoir des relais auprès des élus et des maires comme vous qui me donnent une information, on va dire, la plus fraîche
sur le changement de ces villes et comment se passent les choses là-bas. Surtout qu'on vient quand même de sortir d'une grosse crise qui était la crise du Covid, où le 93 a été très fortement touché. Et je sais que les élus locaux ont été en première ligne pour faire en sorte que les populations ne souffrent pas trop, parce qu'il y avait une double peine, hein. Il y avait l'impact sanitaire et aussi l'impact économique. Donc, moi, je suis vraiment ravi d'être là. Je suis honoré que des maires du 93 s'intéressent à mes travaux et m'invitent à participer à ce type de débat. Donc, c'est moi qui vous remercie. Pour la présentation, vous m'avez fait une présentation plus que glorifiante, hein. Donc, moi, vous l'avez dit, hein, je suis né dans le 93 à Drancy, j'ai grandi à Blanc-Ménil au départ, au Bourget, puis j'étais à la Courneuve ensuite. Donc, je suis quand même très attaché à une économie au service du plus grand nombre. Parce que dans mon enfance, j'ai vu les conséquences très rapides finalement des politiques qui étaient mises en place sur des gens de ma famille ou des parents de mes camarades de classe qui étaient au chômage à partir des années 80, 90. Et puis j'ai vu aussi des quartiers changer où la pauvreté s'est accompagnée de la délinquance et ainsi de suite. Donc je sais que contrairement à certains de mes collègues, j'admire beaucoup leur travail, hein, mais je n'ai pas eu besoin, on va dire, de rentrer des données pour me rendre compte qu'il y avait un impact sur des populations les plus fragiles. Je l'ai vécu dans mon enfance et puis j'ai pu poser des mots un peu plus tard là-dessus quand j'ai fait mes études économiques. Donc voilà ce qui me différencie, on va dire, de d'autres économistes qui ont des parcours très brillants et beaucoup plus brillants que les miens, mais qui parfois, je trouve, ont un peu un manque avec le réel parfois, bien que leurs travaux soient intéressants. Voilà. Merci en tous les cas et on peut passer aux questions maintenant. Alors, première question, c'est un petit peu basé sur justement les inégalités qui sont érigées en système, parce que nous avons un système capitaliste clairement qui dicte ses lois. Et moi, mais peut-être que je me trompe et peut-être que certains pourraient m'opposer cette idée, je considère comme d'autres que les inégalités sont le fondement de ce système et de ce système qui est posé en modèle unique. Alors, bien sûr, qu'on les appelle des classes, il y a une classe de dominés et une classe de dominants. On peut l'appeler autrement, mais il y a un système de classe vertical, quoi qu'on en dise, mais il y a, et c'est ce que vous soulevez surtout dans votre livre, il y a également, et c'est ce qui est entretenu de manière pernicieuse et malsaine, un système de concurrence au sein du même classe. Je vais me mettre dans cette classe, hein, puisque je ne fais pas partie des 1% les plus riches. Alors, quand même, pour rappeler aux internautes, c'est que 1% de la population possède 49% du patrimoine mondial. Donc, ces inégalités et ce système de classe, quoi qu'on en dise, il existe. Mais ce que vous évoquez beaucoup, c'est cette classe que nous sommes, au sein de laquelle il y a une mise en concurrence. D'ailleurs, vous dites vous-même, ces groupes s'opposent de manière horizontale, comme si l'amélioration de la vie de certains ne pouvait se faire qu'au détriment de celle des autres. Et vous dites à la page 23, la lutte des classes a donc laissé la lutte entre délaissés, qui profitent bien sûr à la classe dominante dont je parle. Donc, ce système qui est érigé pour maintenir bien sûr une classe dominante, eh bien, je souhaiterais que vous en parliez un peu plus. Et puis, pour rappel, puisqu'on parle des Open Lux, hein, c'est 15 000 quand même foyers français qui réussissent à détourner 100 milliards d'euros. Et souvent, on nous rabâche, à qui veut l'entendre sur les médias, que la fraude sociale du RSA, eh bien, celle-ci s'élève à 250 millions d'euros. Donc, il y a quand même un différentiel très important. Aujourd'hui, personne ne peut le nier, mais malgré cela, eh bien, ce système capitaliste érigé, ce système néolibéral, maintient ces inégalités desquelles on a du mal à se sortir. Donc, comme vous le disiez dans votre bouquin, comment transformer ce bloc pour que ça devienne un bloc majoritaire? Et donc, moi, j'ai envie de vous poser la question, qui a réellement un intérêt à ce que ces inégalités sociales persistent et puis à qui profite le crime? Alors, bon, vous avez rappelé un certain nombre de chiffres très intéressants. Moi, je voudrais vraiment, enfin, qu'on ait un peu une vue d'ensemble sur la durée. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Vous voyez, à l'après-guerre, entre l'après-guerre, c'est-à-dire la fin des années 40 à 1970,
vous aviez la majorité de la population, ce qu'on peut appeler les 99%, qui ont vu leur revenu moyen beaucoup plus vite augmenter que les 1% les plus riches. Donc, ça a été la période qui a vu finalement la naissance de l'État social, qui a vu la naissance d'une classe moyenne qui pouvait voilà, partir en vacances, acheter des biens de consommation, etc., etc. Et à partir des années 80, il y a eu un changement de modèle économique. On a eu la crise pétrolière et à chaque crise, normalement, vous avez un changement de modèle économique. Et là, on est passé sur un modèle beaucoup plus libéral, inspiré du Royaume-Uni et des États-Unis, ce qu'on appelle le modèle Reagan-Thatcher. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, hein, donc entre 1980 et aujourd'hui, vous avez le revenu des 1% qui a augmenté beaucoup plus vite que le reste de la population. Je vous donne un exemple très simple. Alors, il y a quelques chiffres, mais c'est important. Les 1% de la population, en France, hein, vous avez donné un chiffre dans le monde, mais en France, les 1% de la population, c'est ceux qui détiennent 25% du patrimoine immobilier, c'est-à-dire des appartements sur Paris, en France. 25% des appartements en France sont détenus par 1% de la population. 25% du patrimoine mobilier et immobilier, c'est-à-dire ils détiennent, ces gens-là, 25% des logements et des comptes, de l'argent qu'il y a sur des comptes en banque. De toute la France, ils sont 1%, ils détiennent 25%. Donc ces gens-là ont vu leur revenu moyen, ces 30 dernières années, augmenter de 100%. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà très riches, qui ont 25% du patrimoine et qui ont vu leur revenu moyen doubler, augmenter de 100%. Et le reste de la population, les 99%, où il n'y a pas que des pauvres, hein. Il y a aussi des cadres comme moi, des gens comme moi qui font partie des 99%, qui sont plutôt dans le haut, mais qui restent quand même dans les 99%. Ben, notre revenu n'a augmenté que de 15% ces 30 dernières années. C'est-à-dire que le revenu des 1% les plus riches a augmenté 5 fois plus vite que le reste de la population. C'est ça la réalité. Et donc, on a un système, une organisation, un modèle économique, qui est un modèle inspiré du modèle anglo-saxon, qui a vu s'envoler les 1% et la richesse des 1%. Et le problème, c'est que comme c'était très difficile à justifier auprès des autres classes sociales, hein, classe moyenne et classe pauvre, eh ben on leur a remplacé ce discours par un discours de la méritocratie. Grosso modo, tout dépend de toi. Si tu travailles bien, tu vas t'en sortir. Alors, ce qui est vrai, si tu fais des études, tu t'en sors plus que si tu ne fais pas d'études. Il y a des réalités. Mais l'explication de l'augmentation des revenus, de la faible augmentation des revenus des classes moyennes, etc., ne s'explique pas par le fait que les gens n'ont pas été assez actifs, etc. C'est le fait d'un modèle qui permet en fait qu'une petite partie de la population capte une grande majorité des richesses. Et ça a été encore plus loin, c'est que cette petite oligarchie, hein, pour employer ce terme, d'1%, aujourd'hui se paye pléthore de lobbyistes qui défendent leur cause. Et en 2017, Macron leur a offert 4 milliards de baisse de fiscalité. C'est-à-dire qu'ils détiennent 25% du patrimoine, donc de tout ce qu'il y a dans les comptes en banque et de tout ce qu'il y a en pierre, en immeuble et en appartement en France, ils détiennent un quart de ça. Ils ont vu leur revenu augmenter de 100% en 30 ans et on leur offre 4 milliards avec la réforme de l'ISF et une autre réforme sur le revenu des placements financiers. Alors, moi, j'ai pas des millions en actions, mais eux, probablement, on leur offre la flat tax, une baisse de la fiscalité sur les revenus financiers. Donc, on leur donne encore des cadeaux et vous avez, ce sera un peu, peut-être les questions après, on en parlera, vous avez évoqué les médias, mais dans les médias, on a beaucoup parlé du fait que de donner 4 milliards aux 1% les plus riches, ce n'était pas un cadeau aux plus riches, c'était un cadeau à la France. Vous vous rendez compte? Alors qu'en réalité, c'est une baisse de fiscalité pour les plus riches. Donc, des gens qui possèdent, je sais pas moi, 20, 30, 40 millions d'euros de fortune, ce qui est énorme. Je veux dire, c'est des gens qu'on rencontre très, très peu. Ben, parfois, ils ont reçu un chèque de 10 millions d'euros de baisse d'impôts. Enfin, voilà où est-ce qu'on en est. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui dans le modèle. Et ça, il faut en avoir conscience parce qu'il ne faut pas, je pense, se laisser imposer un cadre de réflexion qui finalement profite à certains. Et le cadre aujourd'hui de réflexion, pour finir cette question-là, c'est de se dire, il n'y a pas de problème de répartition des richesses. Si aujourd'hui il n'y a pas de place suffisamment de place en crèche, suffisamment de moyens pour l'hôpital, suffisamment de moyens pour l'éducation, bah, c'est parce qu'il y a trop d'immigration, on va vous dire. Ou c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent pas assez, qui veulent pas travailler, qui sont feignants. C'est parce qu'il y a trop de fonctionnaires. Donc on oppose une guerre entre pauvres, alors que le vrai problème, c'est clairement un problème de répartition qui a changé à partir des années 80 et qui n'a pas toujours été comme ça, qui fait que l'argent ne ruisselle pas, elle remonte vers le haut. Donc le crime profite aux 1%, clairement. Voilà. Si on devait en identifier une petite partie. Voilà. C'est d'ailleurs, vous le citez aussi dans votre bouquin, vous dites c'est de cette opposition entre classes populaires
que naît la méfiance envers les immigrés, les fonctionnaires, les retraités, les chômeurs, et l'idée fausse que certains groupes sociaux financent les autres. C'est-à-dire que cette idée qu'en effet, là vous venez donc de le démontrer une nouvelle fois, on sait à qui profite ce crime des inégalités qu'on entretient et que nous subissons nous. Alors justement, vous avez cité l'ISF. Et la seconde question que j'ai envie de vous poser, c'est l'ISF est apparu, comme vous le dites dans les médias, comme quelque chose qui était plutôt bénéfique. Et puis, l'idée alors, il y a plusieurs idées qui se véhiculent en permanence, qu'on nous assène et qui deviennent du coup, il y a une forme de déterminisme, comme quoi c'est impossible de faire autrement. Le fait que si on taxait plus, eh bien, il y aurait des fuites vers l'étranger. Et puis, on nous a asséné que l'ISF, la suppression de l'ISF était un bienfait. Je voudrais en mettre une couche d'ailleurs sur le CICE parce qu'on en a beaucoup parlé. Je crois que, mais vous me reprendrez, mais que ça a rapporté quand même 100 milliards, près de 100 milliards aux entreprises. Et le CICE, eh bien, avec Sanofi, on le voit aujourd'hui, Sanofi qui a supprimé quand même, qui a bénéficié du CICE et qui a supprimé plusieurs centaines de postes de chercheurs, nous pose la question de comment faire apparaître davantage, vous, ce que vous portez dans les médias, alors que d'une part, vous avez, même si vous l'avez plus que nous, peu la parole là-dessus, et à votre sens, comment peut-on entamer dans l'esprit des gens ce système qui paraît être le modèle unique, indépassable, insurmontable. Donc, dans les médias, comment pouvez-vous porter cela, vous? Alors, c'est très difficile. Vous savez, la société comme elle est vous impose un cadre de pensée. Et ce cadre de pensée, c'est en fait c'est une forme de domination quand on vous dit finalement que on ne peut pas penser autrement. Alors on vous explique, ah oui, mais attention, si tu taxes les plus riches, bon bah ils vont partir. Alors que les chiffres montrent qu'ils partent pas tant que ça en fait. Il y en avait 500 qui partaient par an, hein, 500 en moyenne, enfin 800 qui partent, 300 qui reviennent quand même. Vous voyez, et il y avait beaucoup plus de gens qui payaient l'ISF via les prix de l'immobilier chaque année que de gens qui partaient. Donc en fait la perte pour l'ISF qui est intéressante, hein, la perte par an de ces 500 qui partaient, c'était 250 millions d'euros. Et pour que ces 500 ne partent plus et que cette perte de 250 millions n'existe pas, on leur a offert 4 milliards. Donc, allez m'expliquer la logique. Donc voilà, on sait très bien que c'est illogique. Et voilà. Et on nous a dit qu'ils allaient investir cet argent. Les premiers rapports commandés par En Marche montrent qu'ils n'ont pas investi, ils ont placé leur argent en bourse, ce que ferait n'importe qui récupérait des millions. Et qu'est-ce qui va placer ça dans une boulangerie ou une PME du coin? À part quelques start-upers où vous mettez votre argent, la plupart du temps, vous le placez en bourse, vous achetez des actions Amazon et Google et vous êtes encore plus riche l'année d'après sans avoir rien fait. Voilà, donc c'est exactement ce qui se passe. Donc là, non, le problème, c'est qu'on veut nous imposer un cadre. Et on vous dit que tout ce qui est à côté, vous savez, moi, une fois, j'ai eu un débat qui était assez marrant, c'est que le sujet du débat, c'était la gauche est-elle trop utopiste? C'est ça le sujet. Et moi, j'ai dit, mais non, c'est la plus réaliste. On m'a regardé, non, vous parlez, alors débattre du revenu universel, c'est utopiste, débattre d'une relance de l'économie via le financement du service public, de l'hôpital, de l'éducation, c'est être utopiste. Enfin, on est dans le délire. Et donc, on est tout le temps dans un cadre et des débats qui sont imposés. Du style, voilà, comme je vous l'ai dit, l'ISF, un cadeau pour la France, ou la dette, qui va payer? Alors, enfin, des choses comme ça qui vous obligent en fait à… Et donc, c'est très dur d'avoir un autre point de vue. Mais la réalité, c'est que vous savez, en économie, il y a plusieurs avenirs. En économie, il y a plusieurs avenirs. Or là, on veut nous imposer qu'un seul avenir. Et moi, ce que je demande, et ce que j'ai demandé toujours dans les médias, c'est l'avenir qu'on veut nous imposer, il est peut-être valable. L'avenir d'Emmanuel Macron, qui ressemble un peu à l'avenir de M. Fillon, et qui ressemblait aussi un peu à l'avenir de Hollande, finalement. Tout ça était un peu les mêmes avenirs. Il y a d'autres avenirs sur lesquels on doit débattre. Mais on doit en débattre sur un pied d'égalité. Et le problème qui est fait aujourd'hui dans les médias, c'est qu'ils ne débattent pas au moment où ils posent le sujet sur un pied d'égalité. Il y a l'avenir pragmatique, concret, sérieux, qui est l'avenir de Macron, c'est-à-dire un avenir où on doit supprimer des postes de fonctionnaires, faire des économies sur l'hôpital, faire des économies sur les collectivités territoriales, faire des économies sur l'éducation, flexibiliser le marché du travail, baisser la fiscalité des plus riches, baisser la fiscalité des entreprises, adapter la France à la mondialisation. Ça, c'est le pragmatique, le concret. Et puis après, on vous dit, il y a les rêveurs, il y a les utopistes qui seraient Mélenchon ou d'autres et ainsi de suite. Donc non, c'est pas du tout comme ça. Mélenchon a été soutenu par 150 économistes, parmi les meilleurs au monde, des économistes de Cambridge, etc.
Macron a été soutenu par 40 économistes, parmi les meilleurs au monde également, ce qui prouve que les deux programmes étaient crédibles et qui méritaient un débat sur un pied d'égalité, ce qui n'a pas eu lieu en 2017. En 2017, Macron a été survendu dans les médias, et là, il y a un vrai problème démocratique. Macron a le droit de s'exprimer, Macron a le droit d'avoir un programme, mais il n'a pas le droit, enfin, on n'a pas le droit de l'imposer comme ça, comme le programme sérieux, et de dénigrer les autres programmes. Et quand le programme économique ne suffit pas à être dénigré, on va aller dénigrer les positions internationales, on va aller chercher le petit truc pour couler un candidat. Ça, c'est un vrai problème démocratique. Et là-dessus, je pense que 2022, il faudra être extrêmement vigilant pour que ce débat ait lieu. Les Français ont le droit de choisir, ils ont le droit de choisir le programme de Macron s'ils veulent plus moins de fonctionnaires et moins d'argent à l'hôpital, c'est un choix, mais on n'a pas le droit de leur imposer comme on leur a imposé en 2017. Ça, c'est un vrai. Voilà. Donc après, on essaye de batailler comme on peut avec les armes qu'on peut, sachant qu'on est toujours minoritaire, mais bon, voilà, il faut. Moi, ma position. Certains ont la position comme moi de ne pas ont des positions économiques comme moi, mais ne veulent pas les défendre dans les médias parce qu'ils trouvent que c'est un jeu de dupes. Moi, je suis conscient que c'est un jeu de dupes, mais je pense qu'il faut quand même toujours aller défendre sa voix pour montrer qu'il y a une autre voix qui existe. Sinon, votre voix disparaît. Mais c'est vrai que c'est un exercice difficile. Je partage tout à fait et c'est pour nous aussi difficile parce que nous sommes peu entendus, sauf quand nous montons véritablement au créneau. C'est ce que nous avons fait avec d'autres maires. Alors, je vais peut-être être un peu plus long sur le volet suivant des inégalités territoriales, mais que vous connaissez bien au vu de votre parcours. Alors, à Noisy-le-Sec, alors, il y a une slide qui s'affiche. Alors, les inégalités territoriales, nous les connaissons depuis des décennies. Les plans de relance, les plans banlieue, les plans Borloo, nous les essuyons, mais nous nous trouvons, en définitive, dans la même situation aujourd'hui, ce qui nous ramène à la première question, c'est-à-dire qu'on met des pansements sur des inégalités, mais en réalité, le système, structurellement, intrinsèquement, il est basé sur l'entretien des inégalités, à mon sens. Et ce que nous vivons aujourd'hui territorialement le prouve. Alors, les quelques chiffres que vous avez là montrent qu'il y a une aggravation. À Noisy-le-Sec, par exemple, nous sommes 30% des habitants en quartier prioritaire de la ville, alors qu'il me semble, mais les slides vous le diront mieux que moi, de mémoire, au niveau national, nous sommes à 8,9 et au niveau régional, nous sommes à 12 et quelques. Il y a aujourd'hui à Noisy 30% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. En une année, l'aide alimentaire du début de la crise l'année dernière jusqu'à maintenant a augmenté de 131%. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'aggravation de la situation sociale dans les mois et les années à venir, je pense que c'est quelque chose pour lequel je suis très lucide, comme d'autres maires, comme d'autres élus et comme d'autres économistes. Alors, j'ai envie d'aborder cela parce que le plan que nous a proposé Jean Castex, là, il y a quelques semaines à Grigny, est un plan qui va dérouler 3,3 milliards. Mais ce plan, il l'a appelé le plan de l'égalité des chances. Et donc ça, je voudrais mettre un terme définitif à cet usage de la langue, parce que l'égalité des chances doit disparaître de notre vocabulaire quand on parle de l'égalité et qu'on parle surtout de l'accès au droit. Parce qu'on voudrait nous faire croire qu'avoir un logement est une chance. Non, avoir un logement est un droit. Sinon, le DAL s'appellerait le CAL, la chance au logement, ce n'est pas le cas, et je pense qu'ils n'ont pas envie de ça. L'éducation n'est pas une chance. On nous a, vous reviendrez peut-être dessus, mais on nous a instauré le système de Parcoursup qui a creusé au contraire ces inégalités parce qu'aujourd'hui, pour un jeune de Noisy qui sort du lycée Olympe de Gouges, eh bien, s'il ne fait pas partie de l'excellence dont vous parliez tout à l'heure, de la méritocratie, ça aussi, c'est un système qui est entretenu. C'est-à-dire qu'on fait apparaître qu'on en sort 1 sur 100, 1 sur 500, peu importe, et que donc on lui a donné une chance. En revanche, moi, j'aimerais mieux me battre, c'est ce que je fais au quotidien, j'aimerais mieux que nous puissions en effet sortir l'ensemble de nos élèves et qu'ils aient accès, parce que c'est un droit, à l'ensemble des parcours qu'on offre aux jeunes Parisiens. Donc non, la santé, l'éducation, la justice, la police, le logement ne sont pas, l'alimentation, ce ne sont pas des chances, ce sont des droits. D'ailleurs, ce n'est pas ma posture politique et ma position, mon engagement politique qui le dit, puisque en 2018, un rapport est sorti, le rapport Cornu-Gentille et Coquendo est sorti, et ce sont deux parlementaires, un de LR et l'autre de LREM, qui ont sorti ce rapport sur l'état de la Seine-Saint-Denis.
Et il pointait la carence incroyable en matière de santé, de police, de justice, d'éducation, marquait cette inéquité, cette inégalité. D'ailleurs, les parents d'élèves du collège Jacques Prévert ne s'y trompent pas, puisqu'ils étaient en mouvement depuis des semaines, parce au collège Jacques Prévert, depuis le début de l'année, il manque des enseignants. Il manque un enseignant depuis le début de l'année et plusieurs enseignants depuis des mois. Et le rapport pointe en 2018 qu'un enfant de Seine-Saint-Denis, sur l'ensemble de sa scolarité, perd par rapport à d'autres 1 an de scolarité. C'est énorme. Ce qu'il pointe aussi, ce rapport, eh bien, c'est que par rapport à la médecine libérale, en Seine-Saint-Denis, nous avons 3,1 médecins pour 1000 habitants, alors que sur Paris, eh bien, nous sommes à 5,6. Donc, ces inégalités qui sont pointées et qui perdurent depuis des décennies, eh bien, nous les vivons à Noisy, nous les vivons sur le territoire. Juste encore un petit chiffre, pardonnez-moi d'en donner, mais il est récent, je l'ai appris hier. Ils ont évalué à la suite de la crise, pour la fin 2021, 5000 emplois perdus sur le territoire d'Est Ensemble. Et ils ont évalué dans le même temps que 6500 habitants du territoire qui travaillent ailleurs, en dehors du territoire, perdraient leur emploi. Donc voilà, ce sont des signes qui sont très inquiétants et qui vont aggraver cette inégalité territoriale que nous subissons. Donc la question que j'ai envie de vous poser, moi, Thomas, c'est que pensez-vous de ce plan de relance du Premier ministre et des différents plans de relance qui, au bout du compte, réduisent quelque peu quelques inégalités, mais n'attaquent pas le fond du problème, et nous restons dans un système profondément inégalitaire. Donc, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce plan et du reste? Alors, déjà, je vais commencer par l'égalité des chances. Après, je parlerai bien sûr du plan, mais sur l'égalité des chances, c'est un mot qui est utilisé comme ça un peu n'importe comment. Enfin, demain, on va vous dire que le concours de Sciences Po, il y a une égalité des chances, effectivement, puisque tout le monde peut s'y inscrire. Voilà. Après, les matières qui sont proposées, elles ont pour fonction de sélectionner justement les gens qui viennent d'écoles parisiennes ou qui ont voyagé, de ceux qui n'ont pas les moyens de voyager ou de se payer des prépas privés, ainsi de suite. D'ailleurs, 90% des étudiants qui font Sciences Po se sont payés une prépa privée et on leur dit qu'il ne faut pas qu'ils disent au concours qu'ils ont payé une prépa privée. Tout ça doit être caché, c'est un mensonge. Alors que voilà, et là, on a un gros facteur d'inégalité. C'est pareil pour les facs de médecine. Vous faites une fac de médecine, il est vrai que tout le monde peut s'inscrire, mais il y a un numerus clausus, très peu de gens réussissent et ceux qui réussissent, 80 à 90% ont fait des prépas privées payées par papa et maman. Voilà, cette époque où vous avez des médecins qui ont réussi ça sans prépa, elle est de plus en plus éloignée. Aujourd'hui, la concurrence est telle que quand vous êtes avocat, quand vous passez le concours d'avocat, quand vous faites médecine, les gens se payent des prépas privés. Voilà. Donc c'est ça la réalité des faits. Donc et tout ça est caché, ne doit pas être dit au concours. On fait comme si c'était un concours républicain, liberté, égalité, fraternité. C'est faux. Voilà. Alors il faut avoir ce constat en tête. Moi je pense qu'il faut l'avoir, mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire que l'école ne sert à rien et que de toute façon c'est perdu d'avance. Moi j'en suis la preuve. On a des professeurs en banlieue, moi j'ai vu qu'ils s'investissent mais énormément, qui sont souvent jeunes. C'est souvent des premiers postes ou des gens qui ont moins de 5 ans d'expérience. Et moi j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont invité, et notamment dans mon ancien lycée, qui s'investissaient énormément pour leurs élèves, avec le peu de moyens qu'on leur donnait. Je rappelle, moi, mon lycée à La Courneuve, ils ont fait passer les classes de 28 à 35 élèves, alors que, pareil, on sait très bien que les étudiants du 93, les élèves du 93, n'ont pas le même capital culturel et social pour réussir l'école, je parle, parce qu'ils ont un autre capital culturel et social qui est tout aussi intéressant que les classes riches, mais qui n'est pas aussi adapté à l'école que celui des classes les plus riches, comme le rappelait le sociologue Bourdieu. Mais bref, qui ont une situation avec un taux de pauvreté très élevé, 40% des parents vivent sous le seuil de pauvreté à La Courneuve. Et qu'est-ce qu'on fait? On les passe de 28 à 35 en classe et on supprime les cours du soir. Donc me dire que on investit dans la jeunesse comme ça, des quartiers populaires, pour moi on ment. Non, on les laisse bricoler avec le peu de moyens qu'ils ont et on voit ce qu'il y a. Mais quand on est élève là-dedans, il faut quand même prendre ça, parce qu'on a une école gratuite. Après, on peut aller à la fac de Villetaneuse
ou d'ailleurs. Et puis après, on peut faire d'autres choses, des BTS, on peut même demander des facs parisiennes qui sont un peu plus ouvertes. Les études restent quand même un des facteurs les plus importants contre le chômage dans votre vie professionnelle et pour avoir le plus de sécurité possible. Donc, il faut toujours prendre les études. Mais ça n'empêche pas d'avoir une position lucide et de dénoncer le manque de moyens et de dénoncer un système qui est faussé, qui permet toujours au plus fort finalement de réussir, une méritocratie où finalement vous avez des gens qui courent et qui sont suspendus à des fils comme dans les films de kung-fu, vous savez, et qui peuvent vous faire des sauts à plusieurs mètres quand d'autres courent avec des sacs de sable accrochés aux pieds, et c'est le cas souvent des enfants des quartiers populaires. Donc là-dessus, une fois qu'on est au courant de ça, on sait quelles sont les règles du jeu et on étudie quand même à l'école et on essaie de plus possible de faire des études. Voilà, ça c'est la première des choses. Sur l'argent qui va aux banlieues, chaque euro qui va à la banlieue est bon à prendre. Donc on va pas cracher sur les 3 milliards, hein. C'est bon à prendre puisque il y a des besoins qui sont énormes. Et nous sommes dans une période de crise. Donc chaque euro qui vient est une bonne nouvelle. Après, n'oublions pas que Hollande a retiré 11 milliards aux collectivités locales. Il a retiré beaucoup d'argent aux banlieues. Vous avez des communes qui ont eu le budget alloué par l'État qui a été divisé par 2. Donc beaucoup de communes, vous pourrez m'en parler, mais beaucoup de communes ont dû faire plus avec moins. Parce que pendant la crise du Covid, qu'est-ce qui a été au front pour l'aide alimentaire, etc. Qu'est-ce qui a été au front? Et c'est les collectivités locales, avec moins de moyens. Macron a été encore plus loin, il voulait retirer 13 milliards. Donc c'est très bien de donner 3 milliards quand on a voulu retirer 13 milliards. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, même si les chiffres sont un peu plus resserrés, parce que là on parle de la banlieue. Mais souvent, dans le monde de Macron, ce qu'on vous donne d'une main, on vous le retire de l'autre main. Donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Et là, c'est là que je viens sur ce qu'est pour moi le rôle d'un maire et de l'ensemble des maires, y compris vous avec qui j'ai discuté. Pour moi, c'est un rôle vraiment local, mais aussi national. C'est-à-dire il y a un rôle, enfin, me semble-t-il, hein, avec toute la modestie, parce que moi, je suis pas un élu local, mais il y a de gérer toute cette ville au niveau local avec moins de moyens qui sont alloués, ce qui est pour moi une équation très difficile. Et en même temps, il faut aller un peu secouer dans tous les sens le reste, via les tribunes, via ce que vous avez dit, pour sonner, pour tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe à quelques stations de RER des quartiers les plus riches de Paris. Et donc, il faut leur dire que voilà, il y a pas de profs dans les lycées, que les parents manifestent, qu'il y a tant de chômage, que les gens sont exposés, que ainsi de suite et ainsi de suite. Sinon, les gens s'en rendent pas compte. Donc, le maire doit gérer pour moi quelque chose de local, mais il doit aussi porter la voix au-delà de la localité, au niveau national et plus à la tête de l'État pour que les choses changent, parce que sinon les choses changeront jamais. Hein. Les gens se préoccupent pas naturellement des quartiers. Enfin, si les gens se préoccupaient des quartiers populaires naturellement, ça se saurait. Et on se rend compte que c'est plutôt l'inverse. Donc le plan de relance, Alors, oui, c'est bien, oui, c'est pas suffisant pour moi. Et ce qui me fait très peur, c'est qu'à terme, pour dire une dernière chose, c'est que ce qui vous est donné là, dans 1 ou 2 ans, et ce qu'avait dit un peu le ministre des collectivités locales dans une interview pendant le confinement, c'est qu'on vous dise, vous savez les amis, il va falloir se serrer la ceinture, il faut rembourser, et donc il y a un autre tour de vis, comme l'avait fait Hollande sur les collectivités, ce qui serait dramatique en période de reprise d'activité. Voilà. J'allais y venir à la suite sur, en effet, cette perspective de politique d'austérité à laquelle on se prépare au vu des pratiques antérieures. Alors, pour revenir sur ce que vous avez dit, j'ai enseigné pendant 38 ans et l'autre jour, je l'ai dit aux parents d'élèves que nous avons accompagnés dans leur lutte pour obtenir des profs, des profs qui remplaçaient les profs absents. En 1998, eh bien, nous avons eu sur la Seine-Saint-Denis un grand plan de relance, un plan d'urgence, parce qu'il y a eu des semaines de grève, à la fois des étudiants, d'engagement des parents et des profs et des enseignants des instituts du premier degré. Nous avions obtenu 3000 postes sur lesquels ils sont revenus pendant des années pour, au bout du compte, redéployer et nous redonner une situation qui aujourd'hui est assez alarmante. Alors, nous subissons ici à Noisy-le-Sec, comme en Seine-Saint-Denis, la crise sociale, mais on subit aussi les méfaits de la crise écologique. Et donc, à ce titre, j'aimerais bien votre avis parce que
je sais que vous l'abordez, vous êtes sensible à toutes ces données écologiques. Nous avons nous avons formulé un vœu au dernier conseil municipal sur l'urgence climatique qui a été votée à l'unanimité, majorité et opposition, qui pose, nous, au niveau local, ce que nous pouvons faire pour agir à notre niveau. Mais vous, à un niveau supérieur, que pensez-vous justement de cette opportunité d'agir et de lutter à la fois écologiquement et socialement? Mais l'écologie, pour moi, s'insère dans ce qui se passe ces dernières années. C'est-à-dire que on a ces dernières années fait tout. Enfin, on a eu un modèle vraiment de croissance très forte qui a profité aux plus riches. Et l'écologie n'a pas été prise en compte. D'un point de vue global, je parle, n'a pas été prise en compte. Hein. On a délocalisé nos déchets dans des pays pauvres, en leur faisant croire qu'on leur donnait des biens qu'ils pouvaient utiliser, alors que c'était juste voilà, on leur balançait des poubelles, notamment en Afrique. On a pollué un certain nombre de pays pour avoir des ressources naturelles. Vous savez, quand vous allez au Congo, Brazzaville, vous avez à Pointe-Noire un espèce de pipeline qui sort de l'eau comme ça, qui a été laissé, qui ne sert plus à rien, et qui est en fait finalement une pièce qui reste du pétrole français qu'on exportait vers chez nous. Et on n'a jamais retiré ce pipeline qui flotte comme ça sur l'eau et qui défigure finalement Pointe-Noire. Donc on a un modèle quand même qui est très polluant et les courbes le prouvent. Au niveau local, on s'est rendu compte souvent que les villes les plus pauvres étaient aussi les villes qui subissaient le plus de la pollution, parce qu'il y a beaucoup d'autoroutes qui passent pour relier Paris par ces communes de banlieue. Et donc, en fait, beaucoup d'habitants de banlieue subissent les méfaits des nuisances sonores dues à ces routes qui traversent les communes, mais aussi la pollution. Vous voyez ? Et ce qui est dingue, c'est que dans ce discours-là, on a fait croire que les habitants de banlieue, mais aussi des territoires qui utilisent plus la voiture. Parce que vous savez, quand vous vivez en banlieue, moi j'ai passé mon permis à 18 ans. Hein. C'était la première chose qu'on voulait parce que c'est la liberté, on peut sortir, aller sur Paris, etc. Tout, enfin, je veux dire, et à Paris, vous avez 40% des gens qui n'ont pas le permis parce qu'ils ont tous les transports, ils font tout à pied et après ils peuvent faire la morale aux gens. Voilà, vous voyez, et donc c'est le vrai problème, c'est qu'il y a eu un discours pour dire voilà que le pauvre était finalement le pollueur. Et on l'a bien vu avec la révolte des Gilets jaunes. Grosso modo, on nous a expliqué que ces gens se révoltaient parce qu'on augmentait la taxe sur les carburants et qu'ils ne voulaient pas changer, alors que la taxe sur les carburants avait un bon impact sur le climat, ce qui est parfaitement faux, parce qu'on faisait payer une taxe aux ménages les plus pauvres qui se sont révoltés, les Gilets jaunes, puis on baissait les taxes, par exemple, de Total, qui bénéficiaient de la baisse de l'IS et qui pouvaient aller forer des puits à je ne sais combien de mètres de profondeur en Guyane. Donc, il y avait quelque part, voilà, encore une fois, une géométrie variable dans la question écologique. Donc la question écologique moi, je suis un fervent soutien de la question écologique, elle est très importante. Elle repose certes sur une partie sur nos comportements et la possibilité qu'on peut avoir voilà, dans les petits gestes qui sont hyper importants, mais elle ne repose pas que là-dessus. Alors, on doit avoir des petits gestes, on doit faire le tri, vous savez, ces choses-là, faire en sorte de consommer des choses plutôt produites localement ou ainsi de suite, quand on en a les moyens. Encore une fois, mais après, je pense qu'il faut aussi dénoncer tout un système économique qui est extrêmement polluant et sur lesquels il faut s'opposer. Voilà. Je pense, une dernière chose que je dirais aussi sur l'écologie, il faut refuser ce discours qui veut faire de la personne pauvre le principal pollueur. En fait, aujourd'hui, les taxes, on nous a dit que c'était des taxes qui étaient basées sur le principe du pollueur-payeur. Moi, je pense que les taxes qui ont été mises en place aujourd'hui pour la pollution, elles sont basées sur le pauvre payeur. Donc, on nous fait croire qu'aujourd'hui, voilà, quand tu es pauvre, enfin, je dis ça vraiment parce que j'ai trouvé qu'il y avait un discours qui était très instrumentalisé. Aujourd'hui, vous avez une grosse partie de la France qui vit la décroissance sans s'en rendre compte. Vous savez, les très riches intellectuels parisiens parlent beaucoup de la décroissance. Mais eux, ils ne la vivent pas, la décroissance. Eux, ils ont une empreinte carbone qui est probablement 10 fois supérieure à celle des habitants de votre commune. Vous voyez, c'est des gens qui sont tout le temps en avion, c'est des gens qui sont tout le temps dans des grandes villes et qui vous expliquent en fait après la vie. Voilà. Et en fait, la vie, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui en France qui vivent la décroissance. Les habitants des Hauts-de-France
sont plus pauvres qu'il y a 10 ans. Le PIB par habitant est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Donc, ils ont vécu la décroissance. Les gens du Grand Est, c'est pareil. En Europe, les gens de Grèce, de Portugal, d'Espagne, d'Italie sont en décroissance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas retrouvé leur niveau de richesse d'avant-crise par habitant, avant-crise de 2008. Je ne parle même pas de celle du Covid, vous voyez. Et on va nous expliquer que la décroissance, c'est un super concept et tout, mais il y a déjà plein de gens qui la vivent. Et donc, ce n'est pas à ces gens-là de faire des efforts. C'est à ceux justement qui survivent sur beaucoup plus qu'il ne faut, qui doivent faire des efforts. Donc, quand on me parle, moi, d'interdiction de prendre la voiture, je me méfie. Oui, à Paris, quelqu'un qui prend la voiture, moi, je pense que je lui mettrais des amendes très fortement parce qu'il a des transports en commun à disposition, comme aucune ville n'a de transport en commun. Et d'ailleurs, ça se voit, il n'y a que 14% des Parisiens qui prennent leur voiture pour aller travailler. Quand vous êtes en proche banlieue, vous avez déjà 50% des gens qui prennent leur voiture pour travailler. Pourquoi? Probablement parce que les transports ne sont pas à niveau. Il suffit de prendre le RER B une ou deux fois pour s'en rendre compte. Vous voyez? Et aussi parce que voilà, tout est la voiture, tout est plus ou moins enclavé, etc. dans les habitations et dans le travail. Quand vous allez en grande banlieue, vous montez à 70% des gens qui prennent leur voiture pour aller travailler. J'imagine qu'il y a un gros lien avec les transports. Et quand vous êtes en province, vous êtes à 80% quasiment partout. Donc des gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de bus comme à Paris. Et le problème, c'est que la politique aujourd'hui, elle est posée par des gens qui n'ont connu que Paris et qui vont expliquer à celui qui prend sa voiture pour aller travailler qu'il faut qu'il trouve une autre solution, d'accord, sans lui donner les moyens de trouver l'autre solution. Et donc là, il y a un vrai problème. Et moi, c'est cette écologie que je combats. C'est pour ça que j'ai dit une phrase un jour que l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Mais c'est une réalité. Il faut que les gens comprennent à un moment qu'il y a une partie de la France qui vit déjà la décroissance. Donc, c'est pas elle qui doit changer ses modes de consommation en priorité. C'est pas elle qui, c'est les autres, d'accord. Et ça n'empêche pas que nous ne devons pas vivre tenter d'essayer d'être le plus écologiste possible avec les moyens que l'on a. Ça n'empêche pas. Mais en général, de ce que j'ai vu autour de moi, les gens modestes sont plutôt des gens écologistes, parce que naturellement, parce qu'ils vont acheter des produits au marché, parce qu'ils peuvent pas prendre l'avion tous les 4 matins pour aller se faire des week-ends et ainsi de suite. Donc de fait, c'est eux le vrai modèle de vie écologiste, c'est pas les autres. Et quand j'entends aujourd'hui des gens qui veulent interdire de prendre l'avion, interdire de prendre la voiture, c'est un peu difficile, surtout quand ça vient de gens qui toute leur vie ont pris l'avion. Et moi, j'ai été très proche de certains militants, je parle pas de tous les militants, mais de certains va dire jeunes écologistes qui sont aujourd'hui le vent en poupe, je vais pas citer de nom, mais sur des fermes d'avenir, des choses comme ça. Bon, rien qu'en disant ça, vous verrez. Mais quand vous discutez avec la vie qu'ont eu ces gens-là, c'est des gens à 18 ans qui avaient fait le tour du monde. Donc ils peuvent vous dire à 19 ans, 20 ans qu'il ne faut plus prendre l'avion, ils ont fait le tour du monde déjà. Qu'est-ce que moi je dis à ma tante qui était animatrice à Blanc-Ménil dans les centres aérés, qui a bossé toute sa vie, qui a la retraite maintenant, qui se paye des voyages en Tunisie dans des all-inclusive à 200, 3 euros avec Leclerc qu'elle prévoit 1 an à l'avant, je vais lui dire que si elle prend l'avion, c'est une pollueuse. Enfin, c'est pas possible de réagir comme ça. Donc, il y a vraiment, encore dans l'écologie, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. C'est important de faire des efforts quand on peut les faire, mais à son niveau. Mais le vrai combat de l'écologie, c'est un combat, pour moi, contre un système qui, naturellement, est polluant. Et ce n'est pas un combat qui doit être uniquement comportemental sur désigner des individus qui sont des pollueurs quand d'autres sont soi-disant des gens super sympas parce qu'ils ont pris une photo au fin fond à l'autre bout du monde et ainsi de suite. C'est pas possible de faire les choses comme ça. Je pense qu'il faut dénoncer une forme d'hypocrisie écologique chez certaines personnes pour que le débat redevienne un débat serein, ce qui n'a pas été le cas avant que la taxe carbone soit posée sur les gilets jaunes et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a un débat moralisateur sur l'écologie. On vous explique qu'il faut vivre autrement, et les gens qui vous expliquent qu'il faut vivre autrement sont ceux qui ne vivent pas du tout autrement. Et c'est ça le vrai problème. Et j'ai pas envie de citer de nom, mais vous voyez de qui je parle. Il suffit de regarder les derniers ministres de l'écologie pour s'en rendre compte. Voilà. Donc c'est ça, moi, ce que je voudrais dire sur l'écologie. L'écologie, c'est aussi un combat contre un système. On peut s'améliorer en termes de comportement, mais c'est avant tout un combat contre un système plutôt qu'un ajustement seulement global du comportement ou une façon d'être ou ainsi de suite. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur cette question parce que ça regroupe quand même plusieurs éléments qui peuvent paraître parfois un peu plus confus. Mais voilà. Mais en tous les cas, il faut refuser vraiment cette culpabilisation permanente. Il va falloir faire des efforts, on est tous d'accord, c'est très important. Mais cette culpabilisation du pauvre, pour moi, elle est inacceptable. Voilà. D'ailleurs, vous en parlez, pour compléter vos propos, vous en parlez dans votre bouquin, vous dites à un moment que 100 multinationales émettraient à elles seules 70% des gaz à effet de serre.
Donc, et vous parlez aussi, bien sûr, d'une tranche de la population qui sont les agriculteurs et des pratiques qu'on leur a imposées pendant des décennies parce qu'on était dans un système très productiviste et très consumériste. Donc, en effet, je vous rejoins sur l'attaque du système et puis sur cette culpabilité qu'on veut nous faire porter parce que nous allons, nous, devoir prendre un arrêté à Noisy-le-Sec sur ce qu'on appelle la ZFE, la zone à faible émission, parce que nous nous situons à l'intérieur de la A86. Eh bien, à Noisy-le-Sec, avant la fin 2021, il va y avoir 700 véhicules de Noisin qui sont concernés par cette catégorie 5. En revanche, de l'autre côté de Paris, à Neuilly-sur-Seine, ils ont beaucoup plus de véhicules, mais comme ce sont des gens qui ont les moyens de se payer des véhicules soi-disant non polluants, eh bien, ils ont beaucoup plus de véhicules. Là, je crois, alors Monsieur Lacaille-Albigès, mon collègue pourrait me reprendre sur les chiffres, je crois que là-bas, ils ont pour chaque habitant 2 véhicules. Alors, ce sont des 4x4, comme vous disiez, ce sont des gros 4x4, on ne les fait pas culpabiliser. En revanche, nous, ici, on va devoir se priver de nos véhicules sous peine d'être verbalisés. Et le combat que nous devons mener parallèlement à cette mesure, et c'est ce que vous disiez, c'est que nous devons nous lutter pour la gratuité des transports. Parce que vous le disiez, les Parisiens ne se posent pas le problème d'avoir une voiture ou pas, puisque de toute façon, ils se déplacent en transport. Donc nous, parallèlement à cette surdensification que nous subissons, qu'on nous impose, eh bien, nous devons non seulement développer les réseaux de transport, mais nous diriger, nous orienter vers une gratuité, vers un système tarifaire qui nous permet de les prendre et non pas nous faire culpabiliser sur nos pratiques. Dernière question rapidement, parce qu'on me presse un peu sur le temps, avant de passer aux questions. Donc, à votre avis, Thomas, moi, je porte, avec notre majorité, on porte l'idée qu'il est très important localement de porter quelque chose qui aura des conséquences au niveau national, voire international. J'avais pour habitude de dire pendant la campagne, penser Noisy, c'est plus que penser la France, c'est penser le monde. Alors, pour tout vous dire, je l'ai pompé à Victor Hugo qui disait pendant la Commune, sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde. Et puis on dit souvent agir local pour penser global. Donc qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, avant de passer aux questions des internautes, qu'est-ce que nous on peut faire à notre niveau selon vous pour justement lutter, faire masse, faire en sorte que nous, les délaissés, devenions une majorité qui puisse peser, et nous, dans nos banlieues, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je sais pas trop parce que je suis pas, maintenant moi je suis pas un élu comme vous. Je suis pas sur le terrain non plus en fait. Maintenant je vis à Paris, je reste concerné par ce qui se passe dans le 93. Donc c'est très difficile pour moi et je déteste cette posture venant d'en haut de donner des conseils aux gens tout en ne connaissant pas finalement la réalité du terrain. Enfin en tous les cas depuis un certain nombre d'années. Moi ce que je dirais comme pour faire pour donner quelques conseils qui vont être un peu à l'eau de rose, mais qui sont importants quand même. La première des choses, je dirais, il faut être fier de là d'où on vient. Il faut être fier du 93. Il faut être fier de sa commune. Franchement, il faut en être fier comme quelqu'un qui aurait grandi dans le 16e est fier du 16e ou quelqu'un de Neuilly est fier de Neuilly. Il faut être fier de là où on n'a plus à baisser la tête. C'est fini maintenant. C'est fini ce temps-là. Avant, je veux dire, moi, je pense qu'à notre époque, et à la vôtre aussi, on n'arrivait pas à avoir des figures comme ça, à droite et à gauche, qui venaient du 93. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans tous les domaines. Intellectuels, sportifs, politiques, il y en a partout. Donc aujourd'hui, on n'a plus à baisser la tête. On doit être fier du 93 et on doit être fier de notre adresse. Moi, à mon époque, on me disait de changer mon adresse sur mon CV. Maintenant, on doit en être fier. Et si le système ne veut pas s'adapter, tant pis pour lui. Je veux dire, il y a un truc un peu comme ça. Moi, je pense maintenant, il faut être là-dessus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense qu'il faut faire en sorte individuellement, alors vraiment c'est des conseils à l'eau de rose, hein, je me permets de dire ça, mais individuellement, il faut faire en sorte que l'on ne rentre pas dans tous les stéréotypes dans lesquels ils veulent nous mettre. Parce qu'il y a des formes de stéréotypes sur le 93, depuis toujours. Je veux dire, moi je me souviens quand j'ai fait mon Erasmus, j'étais à Villetaneuse. Je suis parti à l'université américaine de Budapest, c'est un Erasmus avec la fac, vous savez, c'est gratuit. Budapest, c'était une ville beaucoup moins chère, encore moins chère que ce qu'il y avait dans le 93. Donc, j'avais travaillé l'été, je pouvais y aller, c'était super. Et donc, c'était l'université américaine de Budapest, c'était gratuit grâce voilà, à Erasmus. Et quand je suis arrivé, il y avait d'autres Français comme ça, qui venaient d'HEC d'ailleurs, et ils m'ont dit, tu viens d'où? Je dis, je viens de Villetaneuse. Ah, tu viens de Villetaneuse. Ils m'ont refait le sketch. Tu viens de Villetaneuse. Vous savez, ce sketch des inconnus. Et moi, on était à une époque où on était, voilà, on se sentait diminuer tout de suite. Et quand j'ai bossé, j'ai eu des meilleures notes que beaucoup de gens. Et je me suis rendu compte que ces gens étaient battables, en fait. Et je les ai même trouvés assez médiocres au final.
Donc, il faut être très fier de là d'où on vient. Le 93 apporte plein de choses. Il ne faut pas rentrer dans finalement les stéréotypes dans lesquels ou dans les voies dans lesquelles on veut vous amener. On veut vous expliquer toujours que la vie est… Enfin, je ne dis pas que tout le monde doit faire des études, mais on veut toujours vous amener vers une voie en vous disant, par exemple, quand Macron disait qu'est-ce que je vais dire aux jeunes de Stein qui tiennent le mur, que c'est mieux de dealer que d'avoir un emploi chez Uber. Ben non, la vie dans le 93, ce n'est pas que dealer ou avoir un emploi chez Uber, bien que ce soit respectable d'avoir un emploi chez Uber, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres possibilités, et il faut vraiment en être conscient pour ne pas tomber dans les travers dans lesquels on veut nous mettre, dans les stéréotypes. Et la dernière des choses que je me dirais sur le rôle d'un maire, comme je la vois vraiment avec toute la modestie et le recul qu'on peut avoir, c'est vraiment d'essayer d'articuler encore une fois entre cette gestion locale qui est très importante parce qu'il y a eu beaucoup de maires qui étaient déconnectés. Quand vous aviez des maires, quand vous aviez Jack Lang qui était maire de Blois, bon ben je pense il connaissait Blois aussi bien que moi qu'il n'y ait jamais été. Vous voyez, il y a beaucoup de maires qui ont été déconnectés de leur ville et qui ont été placés. C'est une mauvaise chose et je pense qu'un élu local doit être sur le terrain, ce qui est votre cas, ce qui est la plupart du cas de la plupart des élus du 93. Il faut être un élu de terrain, mais il faut aussi porter la voix de nos électeurs et des gens de notre commune au niveau national, la voix et ses besoins. Donc c'est vraiment une articulation entre les deux. Ça ne peut pas être que de la gestion locale, me semble-t-il, parce que derrière, il y a quand même des choses à aller récupérer quand on va s'adresser à l'État et à l'Élysée même, dernier. Mais il ne faut pas aussi être complètement déconnecté, comme on l'a vu, beaucoup de politiques qui ne prenaient juste une place que pour avoir cette place, ce qui n'est pas votre cas du tout. Hein, et ce qui est un vrai problème pour moi, parce qu'ils servaient plus leur carrière politique que les habitants. Donc il faut avoir vraiment cette articulation entre le local et le global qui me paraît essentielle. Je vous remercie de nous soutenir dans ce que nous portons avec la majorité. Alors maintenant, nous avons pris un peu de retard, j'en suis désolé pour les internautes, mais nous dépasserons s'il le faut. J'ai quelques questions d'internautes. Alors la première, c'est Virginie qui nous demande quoi répondre quand on vous dit qu'il faut des riches dans notre société. Mais oui, écoutez, il y a toujours eu des riches. Vous savez, il y a eu des riches même quand les riches, leurs revenus progressaient moins vite que le reste de la population entre 1950 et 1970. Et ben, ils étaient quand même très riches et très très riches. Après, quand même, se pose la question de jusqu'où. Est-ce que quand on détient 25% du patrimoine, c'est-à-dire vraiment, je parle de dizaines de milliards d'euros, est-ce que ça nous sert à quelque chose de récupérer 4 milliards? Je ne crois pas. Alors que vous donnez 4 milliards à l'hôpital, vous avez des infirmières, des médecins et ça sert à tous. Donc, non, il faut des riches, bien sûr, mais il y a des riches en France. Il y a des très, très riches en France. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires en France et de milliardaires. Et chaque année, le nombre de millionnaires et de milliardaires augmente. Donc, la France, c'est pas l'URSS ou Cuba ou le Venezuela, comme on essaie de nous le dire. La France est un pays où les riches se sont enrichis et où chaque année, il y a de plus en plus de millionnaires et de milliardaires. Donc, tout va bien pour eux. Hein. Voilà. L'important, c'est de comprendre qu'une société, c'est des riches, c'est une classe moyenne et des gens plus précaires qu'il faut soutenir. C'est ça, faire société. Voilà. Quand vous avez dit un chiffre, quand vous avez 2 tiers des familles les plus riches françaises qui sont fiscalisées au Luxembourg, bon ben, elles font sécession, elles ne font plus société. Et ça, c'est un fait. Le séparatisme, il est là. Voilà. Alors, question numéro 2. Peut-on interpréter les inégalités dans les banlieues sous les prismes des défaillances de marché, au sens économique du terme? Je pense notamment au domaine des logements. Insuffisance d'offres, difficultés d'accès au crédit ou de transport. C'est une question de Tim. Oh là là, c'est une question technique. Oui, non, mais je pense en la lisant, puisque je les découvre en même temps que vous, en la lisant. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de… Enfin, quand on parle de défaillance de marché, c'est un truc très théorique pour expliquer que finalement, grosso modo, ça fonctionnerait, mais qu'il y a eu une petite défaillance, un petit problème, et qu'il faut corriger cette défaillance par une petite mesure d'incitation. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est tout un système qui a appauvri la mondialisation. Vous savez, moi, à côté de chez moi, quand je vivais au Bourget, il y avait une usine entre le Bourget et Blanc-Ménil. Il y avait une zone industrielle qui employait la majorité des personnes de Blanc-Ménil et du Bourget. Bon, quand il y a eu la mondialisation, il y a une grosse partie de ces usines qui ont fermé. Elles ont été délocalisées en Europe de l'Est ou en Asie. Bon, ben voilà, il y a eu des emplois en moins. Et là, vous vous dites qu'à ce moment-là, l'État aurait dû être présent. C'est à ce moment-là que l'État doit remplacer le privé quand il ne fonctionne pas. Mais l'État s'est retiré en même temps que le privé. Et donc, ces zones se sont appauvries. Et c'est pareil dans le reste de la France. Les collectivités locales, les usines ont fermé. Hein. On a perdu
des milliers, même des millions d'emplois dans l'industrie ces 30 dernières années. Et en fait, l'État s'est retiré en même temps. Et vous savez, en banlieue, le problème, c'est que la main-d'œuvre de la banlieue, on en a besoin pour faire fonctionner les centres-villes. Vous voyez? Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, et ça, moi, c'est ça qui me fait peur, la dernière tranche de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on supprime la sécurité sur les CDI avec la loi travail. On explique aux jeunes que l'avenir, c'est Uber, c'est Deliveroo, aux jeunes des quartiers populaires, hein, pas aux jeunes de Paris. Hein, on leur explique pas ça du tout. Hein. On leur explique ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'il y a une main-d'œuvre comme ça, corvéable à merci, qui ne trouve pas d'emploi, qu'on peut utiliser pour servir les Amazon, les Deliveroo, etc. Et donc, c'est ça, moi, qui me dérange. Donc, c'est un système, déjà, un, de se rendre compte comment fonctionne le système, deux, de le dénoncer, et trois, de faire en sorte qu'il change. Et la voie pour qu'il change, moi, je pense que c'est la voie politique. C'est pour ça qu'il faut que cette jeunesse, aujourd'hui, ce soit une jeunesse, et elle le fait beaucoup plus que la mienne, hein, qui milite, et ensuite qui trouve un débouché politique pour que les choses changent. Parce que le levier, à la fin, est politique. Moi, je dénonce et je prouve par des chiffres, mais c'est pas moi qui aurai la manette. C'est le prochain président et ainsi de suite. Donc, le levier final, il est toujours politique pour changer les choses. Donc, non, c'est pas une défaillance de marché. C'est un système bien organisé qui profite à une partie et qui laisse une grosse partie de la population délaissée, comme je l'ai dit dans le livre. Et je compléterai, c'est comme vous le dites, c'est pas une défaillance des marchés, mais c'est surtout un système qui entretient également la détérioration du service public. Parce que lutter dans nos banlieues contre les inégalités, je considère que le service public est le mieux à même. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, que pendant la crise, celles qui étaient au devant, eh bien, c'était les collectivités et les services publics, hein, que nous parlions justement des hôpitaux. Alors quand je dis service public, c'est service d'État et également entreprises publiques que les gouvernements successifs se sont employés à dépecer. Hein. On parlait tout à l'heure d'écologie, mais quand on supprime des trains pour remplacer par des cars, et ça c'est les cars Macron, quand on supprime la ligne Perpignan-Rungis, qui est essentielle pour la remplacer par des camions, eh bien on contribue à la pollution. Et donc, je pense qu'en effet, les services publics sont le meilleur rempart contre les inégalités et les gouvernements successifs se sont mobilisés pour les détruire. Donc, on ne pourra pas parler de tout. Tout à fait, mais je voulais dire une phrase intéressante là-dessus qui résume tout ce que vous avez dit. C'est qu'on dit toujours que le service public, c'est le patrimoine du pauvre. Voilà. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que quand vous n'avez rien, et que vous allez à l'hôpital, si on vous soigne, c'est le service public qui vous soigne. Quand vous n'avez rien et que vous allez à l'école, c'est le service. Donc, quand on renforce le service public, de fait, on renforce la position des plus pauvres. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie qui n'en veut plus du service public, parce que quand le service public se finance par une partie des impôts des plus riches, et comme eux, ils ont le choix entre privé et public, et que la majorité de leur vie se passe déjà dans le privé, ils se disent pourquoi je finance pour d'autres. Voilà. Mais c'est ça, faire société. C'est ça, faire société. Sûr. Je veux dire, moi, je paye mes impôts qui vont financer parfois des routes où je ne vais jamais aller. Mais c'est ça, c'est société. Voilà. Je suis jeune, je paye des impôts pour l'hôpital où la majorité des problèmes de santé sont après 60 ans, hein, en statistique. C'est ça, faire société. Et ainsi de suite. Voilà. C'est pas être un individu comme ça. Sinon, c'est le capitalisme western. C'est chacun pour sa peau et voilà. Et c'est vrai que faire société, c'est aussi poser la question, mais on fera peut-être une autre séance là-dessus, sur la fiscalité. Parce que s'il y avait une véritable justice fiscale, peut-être que les Français seraient moins réticents à payer de l'impôt pour justement faire société, comme vous dites. Ouais. Alors, une autre question. Là, vraiment, je fais une petite sur la fiscalité qui est intéressante. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que les gens en ont marre des impôts. Mais moi, il y a une partie des gens, je comprends qu'ils en aient marre. Par exemple, un chauffeur Uber. Je lui parle, il paye 20% d'impôts. 20% d'impôts, la plateforme qu'il emploie, Uber, paye 0% d'impôts. Voilà la réalité des faits. Aujourd'hui, tu montes un café, en face de toi, il y a Starbucks. Starbucks ne paye pas d'impôts, toi, tu payes des impôts. Donc, les gens en ont marre. Mais il y a un problème, pas de niveau d'impôt, il y a juste un problème de justice fiscale. Le jour où Uber et Starbucks paieront leurs impôts, leurs cafés seront plus chers et le café du coin deviendra plus intéressant. Et là, il y aura une vraie justice fiscale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est les plus pauvres qui payent l'impôt du reste. On est presque dans l'ancien régime où les plus riches, finalement, mais même les grandes marques, Nike, Adidas, payent très peu d'impôts quand le reste paye l'ensemble des impôts, la pression fiscale. Et là, il y a un vrai problème de justice fiscale, donc on pourra en reparler dans un prochain live.
Oui, alors que les Noiséens ne s'inquiètent pas, on ne va pas augmenter la taxe d'habitation comme ça a été dit partout. Et de toute façon, on pourra en reparler justement avec Thomas parce que cette taxe d'habitation qu'on va nous supprimer nous mettra, nous, les collectivités, sous perfusion. Et bien sûr, vous ne la paierez plus, mais vous paierez autrement. Mais nous reviendrons sur la fiscalité, si Thomas le veut bien, peut-être à un prochain Facebook. Une autre question de Claire. Peut-on interdire aux exilés fiscaux l'accès aux services publics? Mais je pense qu'il va falloir. Moi, je suis pour des mesures radicales comme ça. Vous savez, on est un des pays qui punissons le moins l'évasion fiscale. Dans beaucoup de pays, c'est de la prison ferme. Ça plaisante pas. Chez nous, on est plutôt sympathique. Hein. On se félicite même quand des évadés fiscaux reviennent. On trouve ça bien. On leur sert presque la louche. On les remercie presque de revenir. Donc non, non. L'évasion fiscale aux États-Unis, ça plaisante pas. Hein. Quelqu'un qui fait de l'évasion fiscale, c'est de la prison ferme. Et c'est réglé. Vous voyez. Donc je pense que chez nous, il va falloir qu'on renforce. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie. Et là encore, c'est pour ça que je vous dis, c'est un système. Vous savez, Macron, il a encore dans son budget là supprimé des postes de fonctionnaires. Où est-ce qu'il les a supprimés en premier? À Bercy. Alors Bercy, c'est les cellules de lutte contre l'évasion fiscale. Donc si vous avez 10 mecs qui luttent contre l'évasion fiscale, je ne sais pas qui vous allez rattraper. Hein. De l'autre côté, vous avez des banques très puissantes qui organisent des mécanismes financiers, à tel point qu'aujourd'hui, ce sont même des journalistes qui les dégotent avant même des services de l'État. Ce qui montre qu'il y a un vrai problème. Normalement, c'est à l'État de traquer ces gens, de les ramener, de les faire payer. Et s'ils ne sont pas contents, ils reviennent et ils iront en prison, alors qu'ils ne reviennent pas un jour. Voilà, et c'est réglé. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais on retire des postes de fonctionnaires et des moyens à Bercy. C'est les premières suppressions. Et pour vous dire, les deuxièmes suppressions, c'est où? C'est à l'écologie. Donc, alors après, qu'on ne dise pas que Macron, c'est un écologiste convaincu, parce c'est là qu'il retire le plus de postes avec Bercy. Donc, oui, je pense qu'il faudrait, moi, pour répondre à la question, être beaucoup plus sévère avec les évadés fiscaux, clairement. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment rien contre eux. Voilà. Et on supprime 18 000 postes, me semble-t-il, dans le secondaire pour l'année prochaine, en passant. Question 3 d'un anonyme ou d'une anonyme. Les retraités subissent de plein fouet l'augmentation de la CSG. Quel système possible pour les retraites? Wow. Mais Vaste en fait, question. ouais, vaste question. Moi, je pense qu'on a un des systèmes de retraite avant l'augmentation de la CSG, donc avant les réformes de Macron, et avant la grande réforme qu'il veut faire passer au plus vite, qui est la réforme à points, la retraite de système à points, qui a été appliquée en Suède, dont 90% des Suédois ont vu leur retraite diminuer. Hein, je tiens à vous le dire. Alors, on vous dit maintenant que c'est plus le modèle suédois quand on a sorti ces chiffres-là, mais de fait, en Suède, pendant la campagne de Macron, il nous parlait de la réforme à la suédoise. Et en Suède, la retraite à points existe et 90% ont vu leur portion de retraite diminuer. Voilà, ça c'est clair et net, il faut l'avoir en tête. Les 10%, c'était majoritairement des cadres supérieurs qui ont vu leur retraite à points augmenter. Voilà. Donc nous avions un système de retraite un des mieux au monde. Le taux de pauvreté des retraités est le même que dans la population normale. Le taux de remplacement est d'un des plus élevés. Donc nous avions un bon système de retraite. Alors certes, il y avait pour certaines carrières hachées dans le privé des choses à faire pour l'améliorer. Mais le but aujourd'hui, ce n'est pas d'améliorer ce système de retraite, c'est de faire des économies. La population française vieillit, elle a déjà beaucoup vieilli entre 70 et nos jours. Et comme elle a beaucoup vieilli, on a consacré une plus grosse part de la richesse créée aux retraites. C'est normal, il y a plus de vieux en France, autant qu'une grosse partie de la richesse allait aux vieux, on est plus nombreux. Cette population va continuer à vieillir. Sauf qu'on ne veut pas donner plus d'argent aux retraites. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de gens à la retraite et le même nombre de moyens. Ce qui veut dire que les pensions vont être plus faibles. Ce qui est absurde. Si on était un pays où il y avait beaucoup de jeunes, je pourrais comprendre ça, mais les jeunes, de toute façon, par leur travail, financeraient les retraites. Mais comme on est un pays qui va vieillir, peut-être moins rapidement que d'autres, mais qui va, eh ben, il faut consacrer naturellement une plus grosse partie de la richesse créée aux retraites, puisqu'il y a tout simplement plus de vieux. Or, Macron, c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Voilà, c'est pas du tout ce qu'il veut faire parce qu'il part du principe que quand on paye une retraite, c'est de l'argent qu'on jette dans un trou noir. Il a oublié que les retraités consommaient, qu'ils achetaient des biens en France pour la plupart du temps, et donc ça sert les entreprises. Le jour où les entreprises n'auront plus de débouchés, alors peut-être que ses amis du CAC 40 préfèrent avoir des débouchés aux États-Unis, en Allemagne et en Chine, mais la majorité des PME, des boulangers, des artisans, etc., elles ont leurs débouchés à 99% en France. Peut-être il y a un touriste qui se balade parfois à Noisy et hop, qui va acheter une baguette ou un appartement, mais la plupart du temps, c'est local. Voilà. Et une boulangerie, elle a besoin que les gens achètent et donc qu'ils aient des moyens. Et pour qu'ils aient des moyens, eh ben, il faut que les retraités aient de l'argent. Moi, j'ai pas envie que
que de ma grand-mère de 95 ans, qu'elle ait encore un boulot à mi-temps à Carrefour, et que d'ailleurs même Carrefour ne voudra plus d'elle à 95 ans parce qu'elle n'a pas toute sa tête, et un boulot comme ça parce qu'elle n'aura pas de retraite. Si la population vieillit, il faut donner plus de moyens aux retraites. Mais ça, c'est un choix, encore une fois, politique, qui n'est pas le choix de Macron, parce que donner de l'argent aux retraites, c'est taxer finalement, enfin pour lui, hein, c'est alourdir le coût du travail, et alourdir le coût du travail, bah, ça ne plaît pas, soi-disant, aux entreprises, en tous les cas aux entreprises qui le soutiennent. Voilà. Et puis, on peut dire que les retraités, eux, ils considèrent que c'est un poids et que c'est un coût, mais c'est aussi une richesse parce que quand on voit, je le vois localement, le nombre de retraités qui travaillent, on va dire, hein, qui n'ont pas un Oui. emploi, mais qui travaillent. Hein, c'est pas un emploi de subordonné ou un emploi salarié, mais qui sont investis dans les associations ou, comme on l'a dit souvent, qui s'occupent des petits enfants. Eh bien, ils sont Oui, et utiles à la ça, c'est société. important. Oui, tout Et à donc, fait. Là, c'est… Allez-y, allez-y. pardon. Non, non, excusez-moi. Non, non, là, je rebondis là-dessus, exactement. Là-dessus, c'est très. Excusez-moi de vous avoir coupé, hein. Mais Non, non, sur les non, pas de petits-enfants, problème, Thomas, allez-y, allez-y, au contraire. sur les petits-enfants, bah, moi, vous voyez, là, mon fils est en vacances avec sa grand-mère. Voilà, et donc, c'est des choses, enfin, ça fait partie, c'est des emplois non marchands, mais il ne faut jamais oublier que voilà, les retraités, et notamment sur les gardes d'enfants, etc., les associations ont un rôle extrêmement important à jouer. Et ça, je ne l'avais pas dit, mais je le rajoute, Mhm. puisque vous l'aviez dit, alors je voulais conclure sur ma partie. Voilà. Non, 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 mais tout à fait, mais vous avez raison, et ça, nous sommes dans la réalité quand on parle de ça. Alors, question numéro 4, plan Borloo. Si l'État ne s'en empare pas, peut-on prendre des idées pour des actions locales? Une question de Claire. Je pense qu'elle est plutôt pour vous, cette question. Oui. Oui, Moi, oui. voilà. Donc, et la réponse est dans la question, hein, quelque part. Oui, eh bien oui, dans le plan Borloo comme dans d'autres plans, vous l'avez dit de toute façon tout à l'heure, quand on parlait des 3 milliards 3 du ministre, bien sûr on va les utiliser dans le plan Borloo. Il y avait des choses intéressantes. Donc, pour répondre, puisque comme vous dites, Thomas, c'est plutôt à moi de répondre, oui, on peut prendre des choses intéressantes dans les différents plans, banlieue, ou quel que soit l'intitulé qu'on leur a donné dans les dernières décennies, avec des analyses, en plus des diagnostics qui sont souvent justes. Hein. C'est justement les remédiations qui sont à côté de la plaque parfois. Mais oui, pour répondre à Claire, je pense que oui. Alors, question 5. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis que c'est la cinquième. Pourquoi ce système éducatif est aussi inégal entre départements alors qu'il n'y a qu'un seul ministère? C'est une question de Caïs. Mais moi, je pense que, en fait, vous savez, les moyens ne sont pas les mêmes partout. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui n'ont, enfin, pour qui, bon, tout le monde a besoin d'éducation, mais si j'étais provocateur, je dirais le système éducatif leur sert pratiquement à rien. Parce que tout ce qu'ils vont avoir dépend finalement de leur capital culturel, social, et le système éducatif va valider tout ça. Donc eux, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas besoin des mêmes moyens que d'autres gens euh, dont les parents vivent le chômage, et ainsi de suite. Vous savez, quand vous êtes un étudiant, moi je pense, et que vos parents ont fait de longues études, et que vous êtes dans un quartier parisien, votre souci en tant qu'enfant, vous avez plein d'autres soucis de jeunes, etc., mais votre premier souci est de réussir vos études. Quand vous avez votre mère qui est au chômage, quand vous avez votre père, quand vous avez une famille qui subvenait à très peu de besoins, eh ben, vous avez d'autres choses dans votre tête. Et là, la table de multiplication, ou la virgule oubliée, ou l'accord oublié, n'a pas la même importance pour vous qui devez gérer un certain nombre de choses dans votre tête. Voyez, et c'est ça la réalité des faits. C'est qu'il y a des gens qui ont moins de capital social et culturel adapté à l'école, qui en ont, mais qui en ont un autre, mais qui n'est pas aussi bien adapté à l'école que les classes aisées, et qui ont un certain nombre autres de problèmes à gérer très jeunes dans leur vie et dans leur tête que d'autres n'ont pas. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire tout le monde a les mêmes moyens et c'est parti, tout le monde a la même ligne de départ et on y va. Et c'est pour ça que moi je dis il y a égalité des chances, mais il y a aussi égalité de résultats. Et quand on a un système où aujourd'hui, et ça reste un système gratuit, etc., où ceux qui ont bac+5 sont des enfants de cadre et ceux qui font pas d'études sont principalement des enfants de gens qui n'ont pas fait d'études, vous avez un système qui reproduit les inégalités.
De là, il y a beaucoup de gens qui vous disent, bah, donc si ça reproduit des inégalités, ça sert à rien de donner des moyens. Mais c'est une bêtise. Au contraire, il faut donner plus de moyens là où il y a des besoins pour que ces inégalités ne se reproduisent pas. Voyez. Mais comme aujourd'hui, on va vous dire qu'il n'y a pas d'argent magique, enfin, pas en tous les cas pour l'éducation, mais pour d'autres, il y en a toujours. Bon, bah, on ne va pas donner les moyens qu'il faut. Et on se retrouve dans des situations où même aujourd'hui, dans l'école de mon fils à Paris, on nous demande de ramener des mouchoirs parce qu'il n'y a pas suffisamment de mouchoirs. Alors, on est en pleine période du Covid. Enfin, c'est quand même des choses où moi, je me dis, on est dans la sixième puissance mondiale. Il n'y a pas des mouchoirs à volonté partout. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à percevoir. Et ben là, c'est parce que on a préféré donner des baisses de fiscalité, hein, CICE 40 milliards, 4 milliards, 60 milliards de baisses de fiscalité ces 5 dernières années, principalement aux entreprises, aux grandes entreprises et aux plus riches. Et après, on vous dit qu'on n'a pas 3-4 milliards pour les écoles, 3-4 milliards pour l'hôpital. À 4 milliards, c'est un budget qui exploserait pour l'école. Ce serait quelque chose de génial. Et non, on les a pas. Donc, tout est une question de choix. Et moi, aujourd'hui, il faut renforcer les moyens là où il y a des besoins. Voilà, là où il y a des vrais besoins. Et pas l'inverse, parce que de toute façon, déjà, de l'autre côté, chez les plus riches, il y a le privé qui vient aider souvent le public quand il ne suffit pas. Donc, voilà, il faut aller chez les gens qui n'ont pas ce parachute pour aller sur le privé. Voilà, quand le public ne suffit pas. D'ailleurs, vous citez l'exemple de l'élève qui, lui, est préoccupé dans votre livre, vous le citez, cet exemple de l'élève qui est préoccupé par tant d'autres choses que par l'apprentissage. Du coup, il a plus de difficultés que d'autres à entrer dans les apprentissages. Une autre question de Tim. Nous avons un team qui nous suit beaucoup. Pensez-vous que l'économie est suffisamment enseignée en France? Ah oui. Pensez-vous que l'économie est suffisamment enseignée en France au collège et au lycée? Oui, l'économie, enfin, on pourrait enseigner plus d'économie, mais si c'est la mauvaise économie, ça sert à rien. Or là, il y a vraiment une volonté d'enseigner de plus en plus la mauvaise économie. C'est-à-dire l'économie qui ne tient pas compte des autres sciences sociales. C'est-à-dire, c'est une économie où on vous apprend grosso modo que vous êtes le maître de votre destin. Vous êtes un homo economicus, c'est ce qu'on dit, et vos choix conditionnent votre destin. Ce qui est un peu vrai, les choix conditionnent le destin. Mais ce n'est pas que ça, en réalité. Il y a beaucoup de choix. Moi, je veux dire, j'ai grandi en banlieue, mais mon père avait fait des études et des études d'économie. Vous voyez, mon père a fait des études d'économie. Il a un doctorat d'économie. Moi, j'ai un doctorat d'économie. Mon frère a un doctorat d'économie. Vous allez me dire que ça, c'est le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Voilà. Et donc, si j'écoute l'économie comme elle est enseignée aujourd'hui, je vais vous dire, ah, mais attention, je suis docteur en économie parce que j'ai fait les bons choix, je suis un homo economicus, j'ai été plus malin que mon voisin qui n'a pas fait ces choix-là. Si je regarde la réalité en face, une grosse partie de mes choix a été influencée par mon éducation. Voilà. Je suis persuadé que mon père aurait été boulanger, j'aurais peut-être été boulanger, ainsi de suite. Donc, il faut quand même intégrer dans l'économie des sciences sociales, de la sociologie, etc., de l'histoire. Et aujourd'hui, on essaie de nous débarrasser de ça pour nous faire croire que l'économie, c'est finalement que des choix individuels et maximiser des choix individuels pour réussir. Grosso modo, c'est ça qu'on essaie de nous faire croire. Or, c'est plus compliqué que ça. Donc, c'est pas la question de plus ou moins, c'est plutôt la question de mieux. Voilà. Mais cette question de mieux est en train d'être effacée pour moi. Mieux et différemment. Et vous Voilà. parliez d'atavisme culturel. Mon père et ma tante étaient instit et j'ai fini instit. Voilà. Voilà, mais Dernière question. Dernière question. Que pensez-vous des dividendes versés aux entreprises cotées en bourse? mais Et les c'est, dividendes, pardonnez-moi moi, que je n'oublie pas, c'est Frédéric. mais voilà, moi je suis pas contre les dividendes. Un actionnaire, il met de l'argent, il doit récupérer de l'argent, c'est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, on est passé sur les profits à 60% qui va aux actionnaires, 30% aux salariés, 10% à l'investissement. Vous savez, il y a encore 30-40 ans, c'était à peine 30%. Donc il faut que les actionnaires récupèrent une part et mettent l'argent. Mais à quel moment il faut qu'ils récupèrent 2 tiers des bénéfices? C'est trop, c'est beaucoup trop. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez de l'argent qui est donné par l'État, le CICE. On donne de l'argent, c'est des transferts d'argent de l'État aux entreprises. Les entreprises récupèrent cet argent, elles licencient. Ça veut dire que l'argent va où? Dans les caisses de qui? Dans les mains de qui? Dans les mains des actionnaires. Donc là, il y a un vrai problème. Vous voyez? Et c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est à partir du moment où 2 tiers du profit va dans les poches des actionnaires, à partir du moment où des aides, où on transfère des milliards que l'on va économiser à côté sur l'hôpital, sur l'éducation, etc.,
eh ben, finit finalement dans les poches des actionnaires plutôt que dans l'emploi, bah, ça veut dire que l'État, le gouvernement n'a pas bien fait son travail. Il n'a pas prêté sous contrainte, il n'a pas imposé des contraintes aux entreprises. Et donc là, il y a clairement ce qu'on peut appeler un État connivence, c'est-à-dire un État au service des puissants. Et ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, l'État, moi je suis un défenseur de l'État parce que derrière l'État, il y a les services publics. Mais il faut que ce soit un État qui soit au service de tout le monde, pas un État qui soit mis au service d'une petite partie de la population, ce qui a trop été le cas ces dernières années. Où vous avez finalement des hauts fonctionnaires qui ont fait l'ENA, comme Macron, qui peuvent être président de la sécurité sociale, puis demain être chez, je ne sais pas moi, une grande banque d'investissement, qui peuvent être au ministère des Finances comme Macron, puis après chez Rothschild, qui peuvent être commissaires au climat à l'Europe, puis après chez Volkswagen, et puis même premier commissaire européen, puis après chez Goldman Sachs. Là, il y a un vrai problème, parce qu'on comprend une chose, c'est qu'ils se servent eux, et qu'ils ne servent pas les autres. Et c'est les premiers à vous dire après que les catégories C ou B des fonctionnaires ne servent à rien, qu'ils travaillent trop peu, qu'ils sont trop bien payés, qu'ils ont trop de jours d'absence, ainsi de suite. Alors que eux prennent toujours le meilleur entre le privé et le public. Donc là, il y a un vrai problème. Donc, sur la haute fonction publique, en fait, qui cannibalise, pour moi, une grosse partie des opportunités privées et publiques et qui mettent l'État au service d'un petit nombre. Donc non, il faut absolument que l'État serve le plus grand nombre, et pour qu'il serve le plus grand nombre, il faut qu'il impose des contraintes aux entreprises, parce que chaque sou qui est donné, c'est notre argent à nous. Et donc, il faut qu'il soit donné sous contrainte. On ne prête pas de l'argent en faisant un chèque en blanc comme ça à des entreprises, surtout qu'elles ont un passif, et on les a vues beaucoup licencier ces dernières années alors qu'elles touchaient de l'argent de l'État. Voilà. Écoutez, je n'ai plus de questions, on m'a plus fourni de questions, Thomas. Je vais donner une info et je vous laisserai le mot de la fin. Juste pour dire qu'on a parlé de beaucoup de choses. J'espère que nous aurons de notre côté, nous, satisfait l'appétit et la curiosité des esprits qui veulent s'ouvrir et devenir critiques. Nous aurons apporté quelques pistes et que nous aurons atteint notre objectif, en effet, de considérer que ce qui se passe localement, eh bien, a forcément une incidence ailleurs, et surtout ce qui est décidé ailleurs a aussi une incidence, et en matière d'économie plus particulièrement, a une incidence sur ce qui se passe ici. Donc, moi, je donnerai rendez-vous aux internautes au mois de mars parce que nous parlerons de féminisme. Et puis, peut-être que justement, les inégalités hommes-femmes reviendront sur le tapis, mais nous serons positifs avec la journée internationale des droits des femmes. Et nous n'avons pas encore la date, mais nous vous communiquerons la date ultérieurement. Nous vous invitons à participer largement. J'espère que vous, Noiséennes et Noiséens, et vous d'ailleurs, vous avez passé un bon temps. Et je laisse la conclusion à Thomas et vous souhaite une bonne soirée. Thomas, je vous laisse conclure. Et je vous remercie encore, Thomas. Je vais continuer quand même, je vais poursuivre en vous remerciant énormément de ce moment d'échange, pour dire quand même aux internautes que nous ne connaissions pas avec Thomas Porcher. Donc, c'est la première fois que nous échangeons autant. J'espère que ce sera une première fois et que lorsque nous déconfinerons, eh bien, nous pourrons renouveler ce type d'expérience. Et peut-être que c'est à vous de nous le dire, vous internautes, si dans le cadre en effet de l'éducation populaire qu'on veut impulser et d'un système qui soit peut-être des universités citoyennes et populaires, eh bien, Thomas pourra venir alimenter notre réflexion et notre esprit critique et sa connaissance de l'économie de nouveau. Donc, pardonnez-moi, je vous laisse conclure, Thomas. Mais moi aussi, je suis ravi d'être là. Je suis triste que le contexte nous oblige à le faire à distance, parce que j'aurais aimé avoir des gens en visu, en face, et qu'on puisse vraiment échanger, et puis qu'on puisse discuter après autour d'un petit pot, comme c'est souvent le cas après des conférences, parce que je suis toujours, encore une fois, attentif à ce qui se passe dans le 93. Moi, c'est un département où vraiment, je suis très fier de venir du 93, et encore aujourd'hui, alors que je n'y vis plus depuis une vingtaine d'années. Je suis toujours très fier de porter ce département en étendard. Et moi, je trouve ça m'a appris beaucoup de choses de grandir dans le 93. Et pour rien au monde, j'aurais échangé finalement mon enfance dans le 93 avec des enfances de camarades que je peux avoir aujourd'hui, qui ont grandi à Paris ou ailleurs, et je trouve qu'ils ont eu finalement une enfance assez... je dirais un peu emmerdante même. Donc je suis très content, très fier moi du 93, et échanger avec des habitants du 93, revoir des jeunes, des lycéens, ça me rappelle toujours mon enfance, ça me fait toujours plaisir, même si je suis conscient que les choses ont changé, et je dis ça toujours encore une fois avec beaucoup de modestie. Mais donc je serais ravi de revenir une prochaine fois
quand le Covid sera domestiqué et qu'on pourra se faire à nouveau la bise et se serrer la main, de revenir en physique pour une conférence avec grand plaisir, bien sûr. Merci à vous. Et puis comme les librairies sont des commerces essentiels, eh bien, je vous invite à aller acheter le livre de Thomas, Les Délaissés, dans lequel eh bien, vous retrouverez certaines de ses réflexions et d'autres poussées bien ailleurs sur la financiarisation, la mondialisation, l'austérité qui nous attend. Donc merci encore Thomas, merci à vous d'être resté internaute d'ici ou d'ailleurs et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.